Salut à tous et bienvenue dans Playlivre. Cette semaine, une question. Quel point commun entre Miley Cyrus, James Bond et Amy Winehouse? Pour y répondre, avec moi, un psychiatre, un écrivain, Jean-Victor Blanc. Salut Jean-Victor Blanc. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans Playlivre. Je suis très contente de te recevoir. Ça va, bien installé? Super, merci. Bon. Jean-Victor, tu es psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, tu es enseignant aussi à la Sorbonne Université, tu t'es spécialisé dans la prise en charge des addictions. Et avec Culture Pop et Psy, c'est ton ancien livre, le premier que tu as écrit, tu milites pour un changement de regard en fait sur la santé mentale. J'aimerais qu'on commence, Jean-Victor, si tu veux bien, par une question très simple. Qu'est-ce que c'est que l'addiction ? Alors l'addiction, c'est une maladie qui va se caractériser par un comportement qui va être répétitif et pour lequel il va y avoir une perte de contrôle vis-à-vis de ce comportement. Donc ça va s'exprimer soit par l'usage de substances comme l'alcool, le tabac, le cannabis, ou certains comportements comme par exemple jouer à des jeux de hasard ou encore l'addiction sexuelle par exemple. Alors pourquoi ce livre, parce que c'est de ce livre dont tu es venu nous parler cette fois, ça s'appelle Addict, comprendre les nouvelles addictions et s'en libérer. Qu'est-ce que ça a été l'élément déclencheur ? En fait, je travaille en addictologie, donc j'ai beaucoup de patients qui sont atteints de maladies addictives. Et en fait, à leur contact, on voit que les addictions, c'est finalement très répandu, que c'est très différent, qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte et finalement beaucoup d'idées reçues. Et donc l'idée en fait de ce livre, c'est de changer un peu le regard qu'on va porter sur les personnes atteintes d'addiction. Et puis finalement, je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'écriture que les addictions, si on parle de tabac, d'alcool, de jeux, de sport, parfois de comportements addictifs au niveau de la nourriture, ça concerne énormément de monde, d'où l'idée de faire un peu ce travail de prévention où chacun peut en fait se questionner un peu pour savoir où il en est vis-à-vis de tous ces comportements. Alors c'est important de le répéter, toi tu es médecin, tu es psychiatre, c'était une vocation au départ ? Il y a eu beaucoup de facteurs effectivement qui m'ont mené à la psychiatrie et le facteur déclenchant, ça a vraiment été mon stage à l'hôpital en tant qu'étudiant en médecine où j'ai découvert un monde fascinant, celui de la santé mentale. Très tôt, j'ai été sensibilisé aux injustices auxquelles font face les personnes concernées par la maladie mentale et j'ai eu envie de changer un peu le regard qu'on porte justement sur les troubles psychiques et les addictions. Alors lesquels justement ? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas traités comme les autres ? Alors souvent, c'est des personnes qui sont très stigmatisées, pour lesquelles on va avoir beaucoup d'idées reçues envers leur maladie. Typiquement, pour les addictions, ça va être le fait qu'on ne peut rien faire pour quelqu'un d'addict ou qu'il n'y a aucune solution pour les addictions. Ça, c'est des choses qui ont été aussi véhiculées dans un certain nombre de films et d'où l'idée d'essayer de changer un peu ce regard par rapport à la maladie telle qu'elle est réellement aujourd'hui. Toi, dans ton quotidien, donc, tu rencontres des patients qui sont atteints d'addiction. Ouais. Est-ce que tu rencontres souvent des gens pour lesquels leur addiction les met en danger de mort? Quel genre de situation Quelles sont les situations auxquelles tu fais face au quotidien, en fait ? Effectivement, il y a différents types de situations. Moi, quand j'exerce à l'hôpital en consultation, donc là, c'est des personnes qui viennent me voir pour une consultation qui repartent ensuite. Donc, en général, c'est des tableaux où on va plutôt être sur essayer de diminuer la substance ou alors, par exemple, qui ont été sevrés et dont on va essayer de continuer les soins pour qu'ils ne reconsomment pas. Il y a aussi des situations qui sont un peu plus aiguës, un peu plus explosives. Par exemple, lors de garde aux urgences, on est amené à prendre en charge des patients qui, par exemple, ont fait une overdose de médicaments ou une overdose de drogue. Et donc, pour le coup, là, l'idée, ça va être d'essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé pour éviter qu'ils rechutent et qu'ils reconsomment. Est-ce qu'il y a un motus operandi ? Comment tout commence, en somme ? Est-ce qu'il y a une première étape ? Est-ce qu'il y a des signaux ? Comment tout commence avec l'addiction ? Comment on tombe dans l'addiction ? Comment on tombe dans l'addiction ? En fait, souvent, le facteur déclenchant, ça va être un mal-être. Un mal-être, le fait que la personne ne va pas réussir à affronter une source de stress ou une détresse, un événement, un facteur de vie, une rupture, un chômage, quelque chose de compliqué. Et la personne va finalement trouver un réconfort dans une substance. Ça peut être l'alcool, ça peut être le cannabis, ça peut être la cocaïne, ça peut être des comportements. Le sport ? Le sport, effectivement. Oui, parce qu'on va en parler, mais il y a des addictions auxquelles on pense moins, mais qui sont tout aussi nocives pour le psychisme et pour les individus. Exactement, et sur lesquelles les personnes ne vont pas forcément se méfier ou ne vont pas considérer ça comme étant une addiction. Et en fait, ce plaisir qui va être procuré par le produit ou le comportement, il va en fait prendre au bout d'un moment toute la place avec une perte de contrôle. Et c'est là, pour le coup, qu'on parle de maladie addictive. Dans l'addiction, on le dit parfois, mais peut-être pas assez souvent, il y a aussi une part de génétique, me semble-t-il. Est-ce que c'est prépondérant ? Est-ce que tout est génétique dans l'addiction ? Est-ce qu'il y a un peu des deux ? Comment ça se... Effectivement, c'est peu connu. Il y a une cause héréditaire. Alors, dans le livre, je cite l'exemple, par exemple, de la famille Barrymore, donc la famille de Drew Barrymore, où, dans leur famille, sur 4 générations, il y a plus de 17 personnes qui ont eu des problèmes d'addiction. On voit bien qu'il y a eu un héritage à ce niveau-là.
Ceci dit, il faut un peu replacer le contexte. Il n'y a pas que, on n'hérite pas que de choses négatives, on n'hérite pas que de vulnérabilité. Drew Barrymore, par exemple, elle a hérité aussi probablement de son talent d'actrice, d'une certaine culture du cinéma. Donc, comme toutes les maladies, quand on a beaucoup par exemple, de maladies cardiaques dans la famille, on est avec une vulnérabilité au niveau du cœur. Il faut en avoir conscience, il faut faire peut-être un peu plus attention que les autres. C'est la même chose pour les addictions. C'est pas une fatalité, évidemment. Par contre, il faut faire un peu plus attention. Donc c'est bien de connaître les addictions de ses parents, voire de ses grands-parents, oncles, tantes, pour pouvoir éventuellement anticiper un peu vis-à-vis de soi. Tout à fait, exactement. Tu racontes beaucoup de choses dans ce livre, notamment, et ce qui est marrant aussi, c'est que c'est lié beaucoup à la culture pop. Par exemple, tu prends la série Euphoria et tu dis, voilà, c'est une famille bourgeoise minée par les non-dits. Et ça, c'est aussi ce qui peut engendrer des comportements addictifs, c'est ça ? Effectivement, on sait que le silence qui entoure la maladie mentale, ça reste aujourd'hui le problème numéro 1, parce qu'en fait, quand les personnes ont un problème, ont une souffrance, que ce soit une addiction, une dépression ou un trouble bipolaire, et qu'ils ne peuvent pas en parler, en fait, c'est la double peine. Non seulement ils souffrent, mais en plus, ils doivent cacher, faire semblant d'eux et s'isoler finalement vis-à-vis de leurs troubles. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie d'agir. Et tu dis, autre temps, autre mœurs, il y avait aussi dans Les Rougon-Macquart d'Émile Zola, la matriarche qui pousse sa descendance vers le pouvoir, vers l'argent. C'est carrément là aussi devenu l'addiction de la réussite sociale par l'argent. Et effectivement, et notamment ce qui est fort dans Les Rougon-Macquart, c'est qu'on voit bien cette charge un peu génétique où il parle d'atavisme, il parle de quelque chose qui se transmettrait, une folie qui serait héréditaire. Et finalement, le conseil de la mère Rougon-Macquart, même si justement elle n'est pas du tout dans pro-soin, au contraire, il faut absolument cacher l'état génétique. Par contre, ce qu'elle dit à son fils, et notamment qui est médecin, fais attention, quand on vient d'une famille comme nous qui est un peu fragile, il faut faire un peu plus attention, il ne faut pas se laisser aller, il faut faire attention à certains comportements. Ça, j'ai trouvé que c'était assez fort parce qu'on voit que finalement, l'addiction, c'est pas non plus du tout à fait récent, c'est quelque chose d'assez ancien et qui fait partie finalement de l'histoire de l'homme. Il y a aussi un préjugé que tu démontes et qui est largement admis, c'est par exemple qu'on tombe en addiction amoureuse. On dit je suis accro et tu prends l'exemple aussi de la chanson Toxique de Britney Spears. Est-ce qu'on peut être addict, accro par amour, ou est-ce que c'est une illusion ou un abus de langage en fait ? C'est effectivement un abus de langage. On peut avoir des relations passionnelles, on peut avoir des relations qui sont déséquilibrées, des relations évidemment qui peuvent être toxiques. Ceci dit, on ne parle pas d'addiction, parce que pour parler d'addiction, il faut qu'il y ait un comportement, une substance qui soit reproductible. Et l'endorphine n'est pas la sécrétion, on dit parfois quand on tombe amoureux, il y a une sécrétion d'endorphine. Effectivement, sauf que la sécrétion d'endorphine, elle va être endogène. C'est son propre corps qui va la sécréter, c'est pas quelque chose d'extérieur. Or, quand on consomme de l'alcool, finalement, ce qu'on va rechercher, c'est la molécule de l'alcool qui est contenue dans tous les alcools, que ce soit du champagne, du whisky ou ce que vous voulez. Et pour le coup, ça va reproduire un certain pattern, un certain plaisir. Donc, ça va être le mécanisme de l'addiction. Donc, on met fin à ce préjugé, pas d'addiction amoureuse. On ne risque pas, c'est pur fantasme. Effectivement. Par contre, on peut avoir une addiction au sexe. Parce que là, pour le coup, c'est une activité qui va déclencher un certain plaisir et qui peut devenir addictif. Et c'est ça, donc ton livre, il est construit aussi par addiction. Vous avez un chapitre par addiction. Il y a aussi bien le jeu que le culte du corps, que le sport. Tu évoques évidemment l'alcool, la cocaïne, toute forme de drogue. Comment on peut identifier chez quelqu'un, chez un proche, un comportement toxique, un comportement addictif ? Bien sûr. Alors, comment l'identifier ? Je pense que la première chose, c'est essayer de voir s'il y a un mal-être qui est associé à la consommation. Et puis, l'autre chose, ça va être de voir s'il y a une perte de contrôle. Parce que quelqu'un qui va être un fêtard, un bon vivant, on a souvent cette image-là, oui, c'est un fêtard, etc. En fait, si on est fêtard, mais si en fait c'est tous les soirs que c'est la fête et que la personne ne se met pas à consommer seule, typiquement, ça va être plutôt un signe d'alerte. Là, on n'est plus sur quelque chose de bon vivant, on est plutôt sur quelqu'un qui n'arrive pas à faire autrement, n'arrive pas à faire face. L'idée vis-à-vis de quelqu'un qui a des problèmes d'addiction, ça va être de s'abstenir de tout jugement. Or, malheureusement, souvent, on va avoir des jugements un peu à l'emporte-pièce. Il faut arrêter, c'est qu'une question de volonté. Quand on veut, on peut. Mais plutôt être dans une position d'écoute et essayer de faire verbaliser la personne, lui dire j'ai l'impression qu'en ce moment, ça ne va pas. J'ai l'impression que là, c'est plus l'esprit de la fête, mais c'est plutôt quelque chose, une souffrance, un mal-être. Et essayer de faire que la personne, du coup, puisse se livrer et puis l'amener vers les soins.
Et alors justement, ce qui est assez génial avec ce livre, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, tu proposes des red flags, des drapeaux rouges, des drapeaux d'alerte pour nous dire est-ce que vous avez déjà, par exemple, ressenti une envie violente et irrépressible de boire de l'alcool? Ça, c'est pour les addictions liées à l'alcoolisme, évidemment. Voilà, donc on peut soi-même juger sa consommation, juger ses comportements. Et donc, à ce titre, c'est aussi un livre très pédagogique, presque pas de développement personnel, mais en tout cas qui sert d'alerte. Il existe aussi aujourd'hui, Jean-Victor, et tu en parles beaucoup dans le livre, de nouvelles formes d'addiction. Oui. Effectivement. Parce que ça, c'est les plus traditionnels, mais... Exactement. Voilà, on sait qu'en fait, le mal-être, il va être continu, mais qui va se traduire dans des nouvelles formes, et notamment en fonction de la société, des évolutions de la société. En France, on est une société où il y a beaucoup d'alcool, par exemple, et ça va beaucoup passer par l'alcool. Il y a aussi des nouveaux produits de synthèse, que ce soit les opioïdes de synthèse, qu'on voit par exemple dans la série Euphoria, ou alors des espèces de mélanges, comme par exemple avec le chemsex, qui va être un mélange entre une pratique sexuelle et des produits de synthèse qui vont être très addictifs. Tu le disais, il existe des étapes. À partir de quand est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de... Je ne sais pas, le drapeau rouge, comme on disait tout à l'heure, mais quand est-ce qu'on peut considérer que l'on est addict à quelque chose? Disons qu'il va y avoir un continuum entre le comportement, on va dire, plaisant que tout le monde peut avoir, de consommer une fois ou de temps en temps dans certains contextes, et la maladie addictive. Mais finalement, il n'y a pas un élément. Par contre, à partir du moment où ça génère, où c'est déclenché, où c'est lié à une souffrance, finalement, il n'est jamais trop tôt pour consulter, pour faire le point. D'où l'idée de ces red flags. C'est pas forcément dire ça remplace pas une consultation médicale, de dire voilà, si vous avez toutes les réponses, c'est que vous êtes malade. Par contre, se dire tiens, effectivement, en fait, je me rends compte que souvent, quand j'ai envie de boire, c'est des moments où je suis triste, où j'arrive pas à verbaliser les choses. Après une journée compliquée, en fait, je me jette sur la bouteille. Et en fait, c'est peut-être un premier signe de se dire en fait, il y a quelque chose qui va pas, et d'où l'idée de justement pouvoir le verbaliser et de se faire accompagner. Alors, je le disais, ce livre, il est très pédagogique. Il y a aussi une autre formule que moi, j'ai découverte. C'est qu'en psychiatrie, on établit les traits caractéristiques d'une personnalité et on appelle ça les Big Five. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Effectivement, les Big Five, en fait, c'est une manière de caractériser la personnalité. Chaque personne, finalement, peut se situer sur 5 critères. Donc, ça va être, par exemple, l'extraversion. Tout le monde va être plus ou moins extraverti. Il ne s'agit pas de dire que c'est pathologique ou pas, évidemment. Ça peut être un atout, comme ça peut être un handicap dans certaines situations. Quelqu'un de très extraverti, on sait qu'il va aller plutôt vers les autres, il va réussir à lier des liens sociaux, etc. Donc, tant mieux. D'autres personnes sont plus introverties, mais du coup, ils seront plutôt dans une réflexion, plutôt dans, par exemple, de la méditation, ou plus quelque chose autour de la réflexion. Moral, exactement. De ça. Par contre, on sait qu'il y a certains profils, par exemple, les profils qui vont avoir une forte anxiété. L'anxiété, ça peut être quelque chose d'intéressant, parce que si on n'est pas anxieux, on se jette à corps perdu vers tous les dangers. Donc, bien sûr que c'est important d'avoir un certain recul vis-à-vis des choses. Ceci dit, on sait que les personnes plus anxieuses, par exemple, vont avoir tendance à plutôt rechercher du coup des substances pour essayer de diminuer ce taux d'angoisse. Donc là aussi, il s'agit d'en avoir conscience et de se méfier tout simplement. Et vous prenez l'exemple là aussi, encore un exemple pop, et c'est vraiment, le livre il est riche de ça, donc ça nous aide à concrétiser ce que peuvent donner ces addictions. Et tu prends l'exemple du DJ suédois Tim Bergling et du documentaire qui lui est consacré. Effectivement, je trouve que c'est un très bon exemple. Alors, la première fois que j'ai vu ce documentaire, ça m'a un peu glacé le sang parce qu'en fait, c'est un documentaire qui a été tourné avant son décès par overdose et qui en fait visait à un peu expliquer son rythme de vie et ce qu'il a affronté. Et en fait, on voit dès le début que c'est quelqu'un de plutôt introverti pour le coup, qui a développé la musique électronique dans sa chambre, qui a eu un succès massif, qui a fait qu'il s'est retrouvé à faire des concerts sous les projecteurs pour des énormes stades, etc. Or, quelqu'un, il le dit, moi je suis très mal à l'aise, j'aime pas ça. Et donc, en fait, commence déjà à boire de l'alcool pour aller sur scène. Très grande quantité. Exactement. Il développe une addiction à l'alcool et puis ensuite, suite à un accident, il fait une pancréatite. C'est une maladie qu'on peut faire justement quand on boit trop d'alcool. Il commence à découvrir des antidouleurs. Et là, on voit son management qui, en fait, lui dit « Oh, ça sert à rien de rester à l'hôpital si c'est juste pour prendre des médicaments, parce qu'en fait, il faut continuer la tournée, parce qu'il y a des millions de dollars qui en dépendent. » Exactement. Et en fait, c'est comme ça qu'il va du coup développer son addiction aux opioïdes. Pourquoi, Jean-Victor, les stars, les célébrités, les gens qui sont très exposés au regard des autres sont particulièrement affectés par ces troubles de l'addiction? On sait qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en compte. Le premier, c'est en fait le style et l'environnement, parce que ça, c'est vrai pour tout le monde. En fait, on est dans des environnements dans lesquels on est plus ou moins à même de rencontrer des substances. C'est vrai que dans tout ce qui va être art et spectacle, il y a le fait que les horaires sont décalés, le fait qu'il y a une irrégularité. Donc, il y a des périodes des tournées, par exemple, extrêmement intenses sur lesquelles il va falloir tenir bon. Après, des grandes périodes qui peuvent être des périodes de vie.
rigide, avec un certain désœuvrement. Ça, une performance permanente, publique. Exactement. Et puis l'autre chose qui peut vraiment être compliquée pour les artistes, c'est qu'il y a cette idée qu'un artiste doit forcément consommer des produits pour être génial, que ça fait partie de son style de vie. Et ça, c'est une idée, une représentation qui est extrêmement aliénante parce qu'on a un nombre incalculable d'exemples qui montrent que ça peut mal finir. Et ça, je trouve que c'est une partie très intéressante du livre, c'est que vous expliquez qu'il y a, comme il y a un marketing en fait de la mode, de la cuisine, il y a un marketing de l'addiction en fait, de la drogue littéralement. Les marques cherchent à rendre leurs produits attrayants pour nous. C'est exactement ça, et dans mon livre, j'ai vraiment voulu justement montrer un peu cette face cachée-là pour qu'on soit finalement tout simplement moins naïf. Le cannabis, par exemple, ça va être vraiment la drogue, on va dire « ah, c'est bio, c'est naturel, c'est une plante ». Bon, en fait, c'est plus du tout quelque chose de naturel, ça n'a plus rien à voir avec la plante qui était fumée il y a des dizaines d'années. Et je cite l'exemple de Bob Marley, on se dit « est-ce qu'il fumerait aujourd'hui ?» On n'est même pas certain, et en tout cas, je ne suis pas certain qu'il fume la marque de cannabis de sa marque. Exactement, donc on voit bien qu'il y a vraiment un marketing qui est à l'œuvre, d'où l'idée d'en prendre conscience pour s'en méfier. Et ce marketing, il alimente un énorme marché. Vous le dites, tu le dis, le marché des drogues illicites en France, c'est 2,3 milliards d'euros par an, l'équivalent de celui des boissons gazeuses Liptonic, Coca ou Tropico. Et là, on se rend vraiment compte de la masse d'argent que c'est. Il y a un autre phénomène dont tu parles et que je voulais aborder qui m'a paru assez fou, et qui est assez, pas récent, mais c'est l'ivresse chez les femmes. Tu dis, il y a carrément une dimension dans l'alcoolisme et l'ivresse chez les femmes anti-patriarcale, contestataire en réalité, et on retrouve beaucoup plus de cas de femmes qui ont des addictions dans les milieux LGBT, lesbiens, voilà. Effectivement, c'est assez spécifique aux femmes. Alors, c'est pour ça que je consacre tout un chapitre. En fait, les femmes, elles vont être soumises à beaucoup d'injonctions. À la fois, le côté il ne faut pas consommer parce que la femme, elle doit pas se mettre en avant, elle doit pas perdre le contrôle, elle doit rester plutôt dans la réserve. Donc, il y a toutes ces injonctions qui font que, globalement, aujourd'hui, les femmes consomment moins que les hommes. Ceci dit, là aussi, un effet de marketing, que ce soit sur l'alcool ou sur le tabac, ou exactement, où en fait, on dit aux femmes, bah oui, mais regardez, la femme libre, elle va fumer, c'est un moyen d'émancipation, c'est un moyen de lutter contre le patriarcat. Oui, c'est ça, je ne sais plus qui dit cette phrase, mais qui m'a fait beaucoup rire. Le naturel, c'est pour les légumes. C'est Donatella Versace. Ok, bah c'est Versace qui dit, en fait, on s'en fout d'être naturel, on veut de la sophistication, et la drogue fait partie de cette sophistication-là. Effectivement, et on le voit dans un nombre incalculable de films où la femme française, la parisienne, va être très souvent avec une cigarette à la main, comme effectivement un signe de liberté, ce qui manque quand même pas d'ironie, parce qu'on sait très bien que l'addiction au tabac, c'est tout sauf être libre. Donc il y a les femmes, mais il y a aussi, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais le pays dans lequel on vit, et il se trouve que nous, on vit dans un pays qui aime et qui fait du vin. Et tu dis aujourd'hui, dans la culture pop, notre pays, il est représenté comme ça. Il y a Emily in Paris. On a quand même une sacrée image de gens qui aiment boire. Effectivement, alors même si on a baissé un peu le taux de consommation depuis quelques années grâce à beaucoup de mesures de santé publique, on reste un pays dans lequel l'alcool est vraiment très fort. Et là aussi, ça, sur les individus, ça a un poids supplémentaire ? Bien sûr. Même s'il ne s'agit pas, moi je ne suis pas du tout pro-prohibition, je ne pense pas que ce soit la solution, et on le voit bien dans les pays qui essayent, ça ne marche pas très bien. Pourtant, on voit bien qu'aujourd'hui, et ça, il y a de plus en plus de discours un peu dissonants là-dessus, quelqu'un qui ne va pas boire, on va lui demander pourquoi, alors que c'est quand même très intrusif finalement, c'est un choix de chacun. Moi, à titre personnel, je consomme de l'alcool, mais je n'aurais pas idée de juger quelqu'un qui décide de ne pas en boire, de lui demander pourquoi, est-ce que c'est parce qu'il a une maladie, est-ce que c'est pour des raisons religieuses, etc. Finalement, ça ne regarde pas, et ça, en France, c'est encore très fort, et on le voit très bien dans Emily in Paris, par exemple. Alors, il y a autre chose, il y a une drogue qui est communément admise aussi, et pour laquelle on parle même de légalisation, c'est le cannabis. Comment le cannabis est devenu une drogue cool, en fait, une drogue aussi acceptée dans la société ? Probablement un gros effet, là aussi, de lobbying. On sait que le cannabis, c'est un produit qui est très consommé. Alors, en France, on est un mauvais élève, parce qu'à la fois, on a une législation qui est très drastique, qui est très sévère. C'est un des pays les plus prohibitifs vis-à-vis du cannabis, et on est le premier pays européen à consommer. Donc, il y a quand même un constat d'échec. Probablement que là, pour le coup, la pop culture, elle joue pas trop dans l'autre sens. On voit que c'est une substance qui va être très vite considérée comme cool, comme moins toxique, par exemple, que l'alcool ou que la cigarette. Pourtant, ça reste quand même une substance psychoactive qui reste très consommée, notamment chez les personnes qui vont être très anxieuses, qui vont avoir du mal à dormir, qui vont un peu s'automédiquer avec le cannabis, pourtant avec des effets qui sont extrêmement délétères pour leur santé mentale. Vous passez pas mal d'addictions, pas mal de drogues. Il y a évidemment la cocaïne qui, vous dites, est la drogue du travail. C'est celle de
voilà, du loup de Wall Street. Elle a cette réputation des mecs qui travaillent à la City, qui font de l'argent, qui bossent. Donc chaque drogue a un peu son image de marque, entre guillemets. Pour le cannabis, voilà, c'est plutôt l'image rap, rasta, une image assez cool. Comment on défait justement tout ce qui a été tissé pour nous rendre ces tableaux voilà, les plus idylliques possibles, alors qu'en fait, ils sont hyper nocifs pour nous? Bien sûr. Il y a plusieurs axes. Le premier, je pense, c'est celui de la connaissance. Justement, en prenant conscience de ces représentations-là, on se rend compte en fait que c'est un peu idiot et qu'en fait, on est complètement à la solde de finalement un marketing qui est là uniquement pour faire de l'argent, qui est celui de l'industrie de la drogue. Donc, en prenant conscience de ces stéréotypes, on arrive un peu à s'en distancier. L'autre chose, et c'est vraiment passionnant, et c'est pour ça que moi j'adore travailler le sujet avec la pop culture, on a quand même aujourd'hui des modèles qui sont un peu divergents. Miley Cyrus qui va dire, bah voilà, moi j'arrête l'alcool et le cannabis pendant 6 mois parce que j'en ai marre de me réveiller complètement enfumée. Bah, c'est déjà un modèle divergent, et quand elle dit, voilà, on va pas dire que je suis pas cool, je trouve que c'est intéressant. On voit qu'il y a d'autres modèles qui commencent à émerger. Il y a aussi celui de Claire Touzard également, qui a écrit son livre Sans alcool, où elle montre que finalement aujourd'hui, être abstinent, c'est beaucoup plus disruptif que finalement consommer de l'alcool. Donc heureusement, que ce soit dans les séries, les films ou les célébrités, on a des modèles qui commencent un peu à changer, qui nous permettent de nous décoller un peu de ces représentations toxiques. Alors, on a découvert aussi, c'est assez récent, mais l'addiction au sexe, avec notamment le film Shame. Ça, c'est des cas que tu reçois dans ton cabinet en psychiatrie, et c'est souvent des profils comme celui du livre, très banal en fait, de gens tout à fait a priori sans problème. Exactement, c'est aussi pour ça qu'à la fin de chaque chapitre, je donne un exemple clinique. Alors bien sûr, mais je mélange plusieurs histoires de patients pour des raisons de confidentialité, mais toutes les histoires sont vraies, et j'ai à cœur de justement montrer que finalement c'est beaucoup plus proche que ce qu'on pense, et c'est pas des personnes qui sont voilà, des archétypes, des stéréotypes. En ce moment, on parle beaucoup de l'addiction autour des consommateurs de crack par exemple. C'est une toute petite partie de l'addiction qui existe évidemment, mais qui est une toute petite partie, et c'est bien plus large que ça, l'addiction. Donc l'idée, c'est de montrer que ça concerne tout type de personnes et qu'il n'y a pas de jugement moral à avoir. C'est des personnes qui peuvent travailler, qui ont une famille, mais qui à un moment sont face à finalement quelque chose qu'ils n'arrivent pas à maîtriser et qui tombent dans l'addiction. Comme si finalement, Jean-Victor, tu m'arrêtes si je me trompe, mais finalement la substance, le produit compte peu. J'ai l'impression que c'est le mécanisme psychique qui se met en œuvre C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça, et c'est vraiment le cœur de mon livre. En fait, on se rend compte que c'est une fragilité, une vulnérabilité qu'un individu a et qui va être décompensée vis-à-vis d'un environnement. Et si on est, je sais pas, une pop star qui doit faire une tournée et qui est un peu fatiguée, et ben ça va être la cocaïne, parce qu'on va dire voilà, c'est la drogue un peu sympa pour travailler plus. Si on est en France avec des personnes qui vont consommer de l'alcool midi et soir, et ben ce sera l'alcool, ce sera du vin, etc. Et donc en fait, il faut justement avoir conscience de ces stéréotypes-là. Tu passes largement en revue aussi toutes les nouvelles addictions, les paris en ligne, les paris sportifs, celles du corps, par le biais notamment des réseaux sociaux. Tu parles évidemment de ce challenge de la feuille A4 et plein d'autres, du bronzage avec la tanorexie. Aujourd'hui, un préjugé persiste encore qui, à mon sens, est peut-être un des plus nocifs, c'est que l'addiction aiderait à créer. Et celui-là, on le tient depuis des millénaires. On entend souvent dire, bah oui, enfin, quand je suis défoncée ou quand j'ai abusé de ça, bah oui, je crée mieux. Effectivement, c'est faux. C'est vraiment un lieu commun qu'on retrouve de manière extrêmement fréquente. Et finalement, la citation de Salvador Dali que je cite dans le livre, quand je buvais, je pensais que c'était parce que je buvais que j'étais un génie. Et maintenant que j'ai arrêté, je sais que c'est moi le génie. C'est tout à fait vrai. Et c'est vrai qu'énormément d'artistes, de célébrités vont le dire. Leurs créations les plus fortes ont été à des moments où ils étaient sobres. Et finalement, le fait qu'à un moment soient malades d'addiction, c'est plutôt quelque chose qui va leur porter préjudice. Quand on cite souvent Amy Winehouse, par exemple, comme étant justement l'archétype de la créatrice rock'n'roll, etc. Effectivement, sauf que le résultat des courses, c'est qu'Amy Winehouse, elle nous a donné que 2 albums, alors qu'elle aurait pu faire toute une carrière. Donc, je pense que c'est important de se décoller de ces images-là, effectivement. Alors on le voit, Jean-Victor, la vie est un terrain miné par les addictions. Une fois qu'on est tombé dedans, ça se soigne, c'est aussi ce que tu dis, il ne faut pas que le livre se referme là-dessus. Effectivement, ça soigne et il y a une aide prépondérante
hyper importante, c'est celle de l'entourage. Tu dis, sans ça, c'est beaucoup plus compliqué. Exactement. D'où l'idée de rendre ce livre accessible à tous. En fait, tant que l'entourage n'a pas connaissance déjà de ce que c'est que l'addiction, voire que c'est une maladie, que c'est au niveau du cerveau, qu'on peut justement aider les personnes, que ce n'est pas des situations qui sont fatalistes, qui sont désespérées, ça, c'est vraiment le premier axe. Et effectivement, toute la dernière partie du livre, il va être centré sur les soins, les solutions, que ce soit médicamenteuses, que ce soit hospitalières, que ce soit avec les pères aidants, comme par exemple les alcooliques anonymes, et bien sûr la place de l'entourage, où je dis c'est un rôle à Oscar, parce qu'effectivement, c'est vraiment souvent les premiers qui vont être aux premières loges, finalement, d'aussi de la destruction que peut entraîner l'addiction. Et toi, tu as des cas de gens que tu as réussi à soigner de leurs addictions ? Bien sûr, effectivement, j'ai beaucoup de patients qui sont aujourd'hui abstinents et ça aussi, j'ai vraiment voulu le mettre en exergue dans le livre. Quand je vois les injonctions auxquelles ils font face dans leur quotidien, aux pubs, par exemple pour l'alcool, justement aux collègues, à la galette des rois où tout le monde s'offusque, ah bah tiens, tu prends pas le cidre avec la galette des rois. Tout ça, c'est vraiment du vécu et c'est vrai que je suis extrêmement admirative de voir le parcours et la volonté que ça nécessite pour rester abstinent et pourtant ils y arrivent, ce qui vraiment force mon admiration. Qu'est-ce que tu t'es dit, Jean-Victor, quand tu as terminé ce livre ? C'est une bonne question. Je me suis dit que j'avais envie qu'il soit évidemment lu le plus possible parce que finalement, c'est beaucoup de questions que me pose mon entourage, des questions que me posent les patients. Et finalement, si en fermant ce livre, on se dit OK, en fait, autour de moi, il y a peut-être des personnes qui ont des problèmes d'addiction, mais je vais peut-être pouvoir les aider, je vais peut-être pouvoir leur en parler. Si moi-même, à un moment, j'ai un problème d'addiction, j'ai l'impression que ça dérape un peu, je sais qu'en fait, je vais pouvoir consulter dans certains centres gratuits, anonymes, etc. etc. Je pense que j'aurais réussi un peu mon boulot et je serais fière de ce livre. Merci beaucoup. En tout cas, que vous soyez addict ou non, que ce soit quelqu'un de votre entourage, ou voilà, juste vous ayez envie de vous divertir, parce qu'il y a énormément de références aussi de la culture pop, et ça, c'est assez génial pour le coup, c'est très concret. Vous pouvez lire Addict. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Victor, d'avoir été avec nous dans Play Livre. Merci beaucoup. They come around.